C'est un film qui aujourd'hui semble classique. À l'époque, c'était tout à fait, je dirais pas révolutionnaire, c'était tout à fait nouveau. On n'avait pas l'habitude du tout de raconter une histoire de cette façon-là. Vous voyez bien que ce qu'on appelle l'action dramatique est ici retravaillée d'une façon absolument différente de l'habitude que l'on avait, et même encore aujourd'hui dans beaucoup de films, où on vous raconte une histoire en train de se faire, qui passe du passé, présent, futur, et qui va de plus en plus vers le futur. Là, on est dans une succession de moments, 12 tableaux. Donc, le terme de tableau ici, comme toujours chez Godard, il faut toujours prendre les mots comme les images dans la plénitude de leur signifiant. Donc, si on parle de tableau, il faut prendre aussi la notion de tableau pictural, la notion de tableau, par exemple, c'est pas pour rien qu'à la fin, ça se termine avec le poème, en tout cas, la nouvelle d'Edgar Poe sur le visage, enfin la prise de visage par la vie pour le peintre. Tout est fait sur constamment une autre façon de regarder l'histoire, refus absolu de se plier à la narration traditionnelle et inventer une nouvelle narration. C'est ce qui sera l'un des soucis majeurs de toute l'œuvre de Godard. Et ce film aussi, évidemment, ne fait pas exception, bien au contraire. Il est l'un des films qui ouvre la voie à cette recherche. Bon, maintenant, justement, je vous laisse un peu la parole, parce que à vous de dire ce que vous avez pensé, comme je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, donc raison de plus. Noir et blanc, Anna Karina, dont il est follement amoureux à l'époque, dont il fait à sa façon le portrait ovale. Même ici, il n'est pas le portrait ovale, c'est le portrait rectangulaire de la gâteau à l'écran. Je vous écoute. Bien. Pas de réaction. C'est vrai que ça peut être utile, une réaction, c'est pas du tout. Bon, personnellement, évidemment, je peux m'en passer, mais la question n'est pas là. La question est de savoir comment vous avez réagi à ce film. Est-ce que vous êtes intéressé, pas intéressé? Est-ce que ça vous a touché, pas touché, etc. Cette histoire de jeunes employés, je dirais sous-employés, si l'on veut, qui, pour vivre sa vie, dans un contexte qui est un contexte du début de l'ère de la consommation, veut profiter de cette vie et donc passe à la prostitution pour pouvoir vivre la vie dont elle rêverait, ou plus exactement que la société lui fait rêver. Oui, pardon. Et justement, est-ce qu'une des lectures du film, ça peut être une lecture aussi simple que on est tous finalement obligés de se prostituer pour être dans la société? Ça fait encore partie des sujets. Mais alors là, c'est le côté politique chez Godard, politico-social. Oui, chez Godard, l'argent est le premier des criminels, et surtout
la façon dont une société se sert de l'argent pour esclavagiste les individus. Comment on rend esclaves les individus par rapport à l'argent et comment le système se met en marche. Mais justement, ce qui est passionnant, c'est qu'un cinéaste engagé ou un cinéaste social aurait fait la démonstration. Godard ne fait pas la démonstration en tant que démonstration. Il montre tout simplement, tableau par tableau, l'évidence même de cette démarche qui oblige tout individu dans un certain type de société qui est la nôtre, finalement à se prostituer. Alors là, c'est en effet l'un des aspects du film. Mais comme toujours chez Godard, vous n'avez pas un moment chez Godard, un signe qui vous est donné qui ne soit pas riche de tous ses signifiants. Bon, par exemple, alors ça peut être un peu visible. Par exemple, à la fin, Enfer et Fils, le magasin de charbon, enfin le truc de charbon devant laquelle notre nana va se faire tuer, c'est pas innocent. Là, on peut se dire, bon, c'est un peu symbolique, etc. Mais attention, en même temps, on est Enfer et Fils, et en même temps, le café d'à côté, c'est le café des studios. C'est-à-dire, on vous fait une fin de cinéma. On vous fait un meurtre comme au cinéma. Donc, attention à quoi cette image va renvoyer. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment le cinéma, comme dans la nouvelle d'Edgar Poe, va absorber la vie et se nourrir de la vie réelle pour pouvoir proposer des images qui, elles, sont des images de prostitution. Alors, quand on commence à regarder Godard dans son extraordinaire richesse, d'autant plus forte que cette richesse vous est présentée comme de l'évidence. Vous n'avez pas à comprendre tout de suite que c'est complexe. Vous n'avez pas à comprendre, vous n'avez pas le côté « attention, vous voyez ce que je suis en train de vous faire penser ». Non, ça passe comme ça, mais ça passe surtout et essentiellement par les sensations, donc par les émotions profondes. Les émotions profondes qui sont relayées et qui interviennent dans le film par les intrusions de musique. Des musiques un tout petit peu sentimentales, des musiques un tout petit peu plaintives, qui interviennent comme ça par moments pour vous montrer ou pour vous mettre à l'intérieur de ce que ressent le personnage sans pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. D'où aussi la scène précédente avec le philosophe. Comment il s'appelle lui déjà Brice Parrain. Comment Brice Parrain. C'est ça, c'est Brice Parrain, qui est en effet en même temps un philosophe du langage. Donc, où on explique que la pensée et le langage vont de pair. Vous voyez bien que chez Godard, c'est immensément riche de réflexion, mais sans vous imposer, attention, voyez comme il faut penser comme ça, comment il faut réfléchir comme ça. Je vous le propose, ressentez, ressentez, ressentez. On ne parvient à la pensée, on ne parvient à la réflexion, on ne parvient au discours véritable que par les sensations que l'on ressent devant le film, donc les sensations que l'on ressent par rapport à la vie. Ça, c'est vraiment toute l'œuvre de Godard, et cette œuvre-là, évidemment aussi, se fait à partir d'une réflexion sur l'art lui-même du cinéma. Godard, de ce point de vue, ne fait que prolonger la réflexion du critique dont il est issu par ailleurs, c'est-à-dire d'André Bazin, qui posait la question « Qu'est-ce que le cinéma ?» Tout le cinéma de Godard ne fait que poser cette question « Qu'est-ce que le cinéma ?» Et son cinéma va se développer et atteindre quelque chose de tout à fait original, qu'aucun autre cinéaste au monde n'est capable d'atteindre, et qui fait en particulier que dans son dernier film Socialisme. C'est un film d'une richesse et d'une complexité, et en même temps, toujours à partir de la simplicité. N'importe quel spectateur peut comprendre immédiatement un film de Godard. Ce film-là est d'une simplicité terrible. Enfin, tout le monde comprend.
Simplement, après, à vous de saisir tout ce que Godard vous met dedans par sa construction scénaristique, c'est-à-dire dramatique, et sa construction de la mise en scène. En même temps, évidemment, dans la mise en scène, tous les éléments qui interviennent. Évidemment, d'abord les acteurs, ensuite leur position dans le cadre, ensuite la façon dont on travaille la lumière, et les travails des clairs-obscurs, ensuite la façon dont on travaille le son. Bref, tous les ingrédients qui font que l'on a une écriture, que cette écriture est nécessaire au cinéaste, comme la couleur est nécessaire au peintre, comme le mot est nécessaire à l'écrivain, comme les notes sont nécessaires à la musique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir des éléments premiers qui constituent un art. Et Godard, de ce point de vue, et là on se rejoint évidemment ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire bon, on a affaire au plus grand cinéaste d'aujourd'hui, c'est tout. Et ce film-là, heureusement, maintenant vous le voyez avec quasiment 50 ou 60 ans, 50 ans. 50 ans. Donc maintenant il a pris ses assises et aujourd'hui vous pouvez le recevoir tranquillement. À l'époque, c'était pas facile à recevoir du Godard. À bout de souffle avait plu, mais après les gens ne... Bon, il y a eu évidemment juste après ce film, il y a eu Le Mépris avec Brigitte Bardot. Il y a eu Pierrot le Fou. Ce sont des films qui ont été acceptés à l'époque, mais les autres films ont commencé à ne plus être acceptés. Et après, Godard a eu une carrière très personnelle, quoi. C'est-à-dire que le spectateur va voir du Godard quand il va le voir. Et puis la plupart du temps, en tout cas, plus les œuvres de Godard avancent, plus le spectateur se met à l'abri. Dans 50 ans, les films d'aujourd'hui de Godard, je pense, seront acceptés. Parce qu'en même temps, sans avoir de rien, le cinéma de Godard modifie l'écriture même cinématographique. Tous les autres cinéastes au monde, enfin j'entends les grands cinéastes, sont profondément marqués par Godard. Godard les inquiète, les stimule, les émerveille, les inquiète, parce que c'est tellement neuf que, évidemment, bon, alors celui-là, je vous dis, il a 50 ans, maintenant, ça y est, il est classique. Bon, enfin, me semble-t-il. Oui, je vous en prie, madame. Attendez une seconde, parce que c'est enregistré en même temps. Oui. Parler du temps, et justement, j'ai été frappée par le côté intemporel de ce film. Quand vous avez demandé comment on y réagit à la première réaction, vous trouvez ça magnifique. Mais ensuite, vous avez parlé d'évidence, Monsieur Courant, peut-être d'un morceau de réalité. Et moi, j'ai trouvé ça très intemporel. Il y a, si ce n'est le cadre, on va dire, des années 60, tout ça, pour tout le reste, il y a en effet une évidence qui est... C'est-à-dire que c'est intemporel parce que, là encore, c'est au niveau de la dramaturgie. C'est-à-dire que si vous faites une dramaturgie, bon, vous reprenez disons, le thème moteur. Le thème moteur, une fille se vend et se prostitue pour pouvoir vivre sa vie. Voilà le sujet. Les autres cinéastes, ou les autres dramaturges, que vous voulez, auraient construit une histoire où, en effet, comme elle est de plus en plus prisonnière, etc., ils auraient fait une histoire très dense et très dramatique d'enchaînement des conséquences les unes par rapport aux autres, enfin des sujets, des actions et des conséquences de ces actions. Là, pas du tout. En effet, on travaille par moments. Premier moment, deuxième moment, et dans les moments, il y a des moments. C'est-à-dire, et c'est pas pour rien que de ce point de vue, alors là, on a quelque chose de très important chez Godard, c'est-à-dire, il n'y a pas uniquement que le récit cinématographique, tous les récits appartiennent à la dramaturgie cinématographique. Donc, l'écriture des mots, qui ont été quand même à la base du cinéma pendant 35 ans avec le cinéma muet, pourquoi les supprimer? Pourquoi supprimer les intertitres?
Donc on va mettre les intertitres, exactement comme les têtes de chapitre au XIXe siècle. Si vous relisez les romans du XIXe siècle, vous voyez qu'au début du chapitre, il y a où l'on voit que, à tel, etc. Et ceci et cela. C'est-à-dire vous avez mis en 2-3 lignes au-dessus du chapitre ce qui va s'être développé pendant le chapitre. Et puis après, vous passez au chapitre suivant. Godard reprend cette formule. C'est-à-dire, bon voilà, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Juste dit. Et puis il y a aussi des moments où, par exemple, on va travailler une nouvelle dramaturgie qui n'est plus celle de l'action dans son mouvement, comme je vous l'ai dit, avec le dialogue qui accompagne cette action, mais travailler différents niveaux de conscience. Différents niveaux de conscience qui fait qu'à ce moment-là, vous allez avoir des résonances qui vont se jouer les unes par rapport aux autres disons, aux différents niveaux de conscience. Donc, vous allez avoir des mots qui ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir d'un seul coup des réflexions mentales qu'on va entendre qui ne sont pas du tout liées au dialogue ordinaire. Bon, je prends cet exemple-là. Passe-moi le pain, par exemple. Bon, on le dit autrement. Mais en revanche, le dialogue ordinaire est mis en intertitre, en sous-titre. Dit en sous-titre, d'un seul coup, vous leur donnez une autre résonance. Et en revanche, ce qu'elle ressent va être dit par des mots qui sont dits, qui vont être dits comment dirais-je, pas doublage, comment ça dit, en intériorité, quoi. Bon, je ne sais plus le terme. Le terme exact. Et en même temps aussi, tout va être dit à travers le montage. C'est-à-dire, il n'y aura pas de continuité. Godard, dès son premier film, et même déjà dans ses premiers courts-métrages, attaque directement ce qui était quand même la règle du cinéma classique, c'est-à-dire faire croire à la continuité de l'histoire à travers un montage qui fait semblant de jouer la continuité. Or, Godard est quelqu'un qui a réfléchi, non seulement au cinéma, mais à la structure même du cinéma. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est qu'une pellicule? Une pellicule de cinéma, de film, c'est 24 images par seconde. Donc, vous allez avoir 24 images fixes par seconde, coupées, une image fixe est coupée par une espèce de bordure, d'obstacle, si on veut, de l'image suivante qui est fixe. C'est le mouvement même de la caméra qui fait tourner la pellicule et qui va vous donner l'illusion du mouvement. Mais le cinéma, c'est une succession d'images fixes. Donc, c'est ce que Godard retient. Si c'est une succession d'images fixes, c'est-à-dire que dès la pellicule, le montage est dans la pellicule. C'est-à-dire, en d'autres termes, une image est coupée de l'image suivante, est coupée de l'image suivante, est coupée de l'image suivante. Et au montage, le monteur, c'est ce qu'il fait. Il y a un plan, et il va couper ce plan du plan suivant, où il y aura un montage entre un plan et un autre plan. Simplement, le plan, lui, a encore l'illusion du mouvement. Godard va, allant à l'origine même de ça, va travailler la notion comment dirais-je, de la rigidité, de la fixité de chacune des images. Et donc, dans ce film, il ne joue pas trop sur cette fixité. Dans d'autres films, il va la jouer beaucoup plus. Et il va donc jouer justement là-dessus. Donc, par exemple, même dans l'histoire qu'on nous raconte, elle n'est pas en continuité. Elle est sur des moments ressentis. Et vous prenez la séquence du billard, par exemple, et la séquence du billard où elle commence à danser, il n'y a rien. Il n'y a aucune continuité, simplement il y a un mouvement. Bon. Vous prenez la séquence de la lecture du portrait ovale, vous avez comme ça des plans, le moment de la discussion avec le philosophe, avec Gasparin, vous avez des moments de discussion, de rupture,
tout est fait sur la rupture chez Godard. Donc refus de la continuité. Rupture, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous êtes à ce moment-là lié et livré au moment, à l'instant. Donc, vous n'êtes pas dans le déroulement du temps, vous êtes dans la suspension du temps, instant par instant. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous ne travaillez plus je dirais, dans la base même du récit cinématographique, vous ne travaillez plus sur la continuité temporelle, mais vous travaillez sur le discontinu temporel. Et c'est ça qui compte. Alors bien sûr, ce discontinu donne une illusion de continuité. De même que la pellicule, quand elle défile, donne l'illusion de la vie. Donc la vie a l'air d'être là, alors que la vie n'est pas là. Je répète, il n'y a pas de vie au cinéma. Il n'y a que de l'illusion de la vie. Donc en d'autres termes, on va passer à la notion de l'image. Et l'image, chez Godard, est porteuse de l'illusion, donc de la tromperie. Nous croyons voir le monde, nous croyons voir la vie, ce n'est pas vrai. Et à partir, c'est juste peut-être je crois 1 an ou 2 ans après ce film, où alors que André Bazin disait le cinéma c'est la vérité parce que c'est la vie, Godard va accepter ce discours théorique de Bazin, mais très vite il va l'abandonner, et 1 an ou 2 ans plus tard il va dire ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Et tout le cinéma de Godard remet en question la notion même de l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Comment travaille-t-on l'image? Comment l'image est trompeuse? Comment l'image... Bon, et ici, tout le film, si vous y réfléchissez, est justement sur la notion même de l'image. Quelle image propose-t-on à Nana? Quelle image de la vie? Donc, vivre sa vie. Mais ce n'est pas sa vie. La vie que l'on propose, qu'on lui propose de vivre. Une vie qui est totalement artificielle, qui est fausse, qui est celle de l'argent, et celle de la consommation. Donc, elle va rentrer dans cette image-là, et elle va être perdue par cette image, et elle va perdre son image, et à partir du moment, comme dans le Garpeau, en perdant son image, elle va perdre la vie. Vous voyez comment le film est fait. Alors, en même temps, c'est évident que, par exemple, lorsqu'elle voit l'image de Jeanne d'Arc par Dreyer, et c'est admirable moment, puisque là, outre qu'il veut rendre hommage en même temps, comme ça a été dit tout à l'heure, à Anna Karina qui est danoise, et dont la mère a travaillé avec Dreyer, donc évidemment tombé amoureux d'une femme très belle par surcroît, qui est danoise et dont la maman a travaillé avec Dreyer. Pour quelqu'un qui a une admiration forte pour Dreyer, et comme il avait raison, c'est fabuleux. Donc, l'idée, ça c'est du pur Godard, Anna, danoise, Dreyer. Attention, comment va-t-on se servir de Dreyer? On va se servir de Dreyer dans la Jeanne d'Arc, où Dreyer travaille le gros plan, puisque, comme on le sait, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, enfin, longtemps on nous a fait croire que la Passion de Jeanne d'Arc était une succession de gros plans, ce n'est pas exact, mais ce n'est pas non plus totalement faux. Comment il va utiliser cette notion du gros plan pour, à ce moment-là, exposer le visage à la lumière qui va se traduire par le visage d'Anna Karina regardant ce visage. C'est-à-dire, d'un seul coup, comme une sorte d'échange secret, muet, c'est qu'un de titre, profondément muet, mais profondément intime, entre, justement, la perte de la vie et le désir de vivre, et du côté de la Jeanne d'Arc, et du côté d'Anna Karina. Ça, ce sont des intuitions de très, très grands poètes, et je dirais d'un immense artiste, parce que se servir d'un film aussi magnifique que le Dreyer, et en faire quelque chose qui, dans le film, devient magnifique aussi, devient terrible d'une certaine façon et bouleversant, il n'y a que Godard pour inventer ça. C'est du très, très, très grand art. C'est ça l'art, en fait. Savoir sublimer et aller, par la sublimation, aller
non pas à l'extérieur des choses, non pas au-delà, mais au contraire au plus profond des choses, et au plus profond des êtres. Et ça, je pense que le film, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, c'est pour ça que je vous posais la question, mais c'est un film d'une intensité dramatique. Enfin, vous voyez que quand on voit un film comme ça, qu'est-ce que le mélodrame peut être sublime lorsqu'il n'est plus dans la forme du mélodrame, mais lorsqu'on reprend la notion même du mélodrame en tant que rapport aux sensations et aux sentiments humains. Et là, le film n'est que ça, et il n'est que ça. Et il est de ce point de vue-là tout à fait magnifique. Alors, après, il faudrait reprendre, en effet, plan par plan, le début du film, où on voit les deux personnages qui ont le dos tourné par rapport à la caméra. Ils n'ont pas encore l'autorisation, franchement là je rigole parce que c'est pas tout à fait exact, enfin je exprès de faire, l'autorisation d'entrer dans le film. Donc il faut que nous entrions dans le film nous-mêmes, et donc nous franchissions cet interdit pour que eux-mêmes puissent pénétrer dans le film, etc. Enfin, je m'amuse là à vous ouvrir des pistes, et comme la plupart d'entre vous voyez le film pour la première fois, comme ça que ça vous convainque de revoir le film une fois, deux fois, trois fois, parce que c'est un film dont on ne se lasse pas par ailleurs. Bon, bah, je vous relaisse la parole là. Bon. Pas de... Voilà, je ne sais pas, un moment peut-être qui vous a plu, le moment avec la Barthe au café. Bon, par exemple, il y a un plan qui est génial, il faut être Godard pour trouver un plan comme ça. Voir le mouvement de l'univers dans une tasse de café. Voilà. Vous avez beaucoup de cinéastes qui ont eu cette intuition-là. Regardez comment tourbillonne l'univers. De toute façon, le problème de l'univers chez Godard est grossièrement posé. C'est-à-dire que, et en particulier dans son dernier film, dans Film Socialisme, le rapport entre l'univers et mouvement, la société humaine et mouvement. Et le mouvement de la société humaine va à l'encontre du mouvement de l'univers. Alors, quand on a évidemment ce type de pensée, on n'est pas tout à fait inintéressant. Et dans ce film, je répète, filmer les mouvements galaxiques dans une tasse de café, bon, je répète, aucun autre cinéaste n'avait tout simplement eu cette petite intuition-là. Et pourtant, tout le monde a... S'il a touillé son café, comme je ne sais pas si touiller est un mot de déjeuner, enfin en tout cas il est du Nord, si vous avez touillé votre café, ben vous savez que vous envoyez la galaxie dans votre café. Bon. Est-ce que l'entretien avec le philosophe... Attendez, pardon, excusez-moi. Avec Brice Parra. Ouais, est-ce qu'il est improvisé en partie? Godard, tout est improvisé à partir de... C'est complexe, Godard. La pensée est très forte. Mais il se refuse à la fixation, justement. Il refuse le fixe, sachant que l'image est fixe. Donc, il faut échapper à cette fixité, sachant qu'il faut respecter cette fixité. Si vous passez maintenant au travail même d'un cinéaste, un cinéaste, bon, vous direz qu'il y en a qui sont vraiment nuls, hein, c'est autre chose. Mais si vous êtes un vrai cinéaste, vous avez quand même une pensée de ce que vous allez faire. Alors cette pensée peut être extrêmement rigoureuse, style Fritz Lang, Hitchcock, des gens comme ça, qui dessinaient tout, enfin, ou Eisenstein, etc., qui dessinaient tous leurs plans, donc sachant très précisément comment chaque plan allait être construit et comment chaque plan allait fonctionner. Chez Godard, c'est pas tout à fait ça. Chez Godard, il a une idée générale, une pensée du film, et en revanche, il se laisse constamment libre
pour exprimer la pensée qu'il a. Mais en même temps, attention, il se laisse libre, mais il se laisse libre à partir de son vécu. Par exemple, bon, je l'ai vu travailler en particulier à l'époque, c'est pas rare qu'il arrive au Cahier du cinéma, bon, qui bouquinait comme ça, et d'un seul coup, vraiment ça c'était vraiment Godard. Il ouvrait un bouquin, fouettait comme ça, d'un seul coup il lisait 2-3 pages, et le lendemain on retrouvait des idées qu'il avait lues. Donc il avait été frappé par 2 ou 3 idées, et on le retrouve dans le travail du lendemain. Alors ça, c'est à la fois improvisé et non improvisé. C'est très complexe, le travail de Godard. C'est de l'improvisation, travaillée, calculée, bien régie, mais en même temps avec le maximum de liberté par rapport à ce qu'il filme. Donc il y a une spontanéité chez lui qui apparaît, mais en même temps cette spontanéité est quand même parfaitement maîtrisée, quoi. C'est complexe le travail de Godard. Ce n'est pas quelqu'un... De toute façon, déjà, à partir du moment où il ne travaille pas la dramaturgie de la même façon. Quand vous avez une dramaturgie bien réglée, qui fonctionne sur la dramaturgie classique, depuis des siècles, des millénaires, donc la dramaturgie de la plupart des récits que l'on vous fait au théâtre, au cinéma ou à la littérature, que vous faites une autre dramaturgie, ben, vous ne pouvez plus travailler de la même façon. Donc le cadre figé lui est interdit. Ce que je trouve magnifique chez lui, c'est que les cadres sont là, mais ce ne sont pas des cadres figés. C'est pas facile à me faire comprendre, peut-être. C'est pas simple à faire comprendre ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, quand vous voyez ce film, vous voyez bien, bon, que les cadres sont là, mais ils ne sont pas du tout figés dans le récit. Bon, si vous prenez, bon là, le moment où elle danse au café là devant le billard, on voit que ça a été improvisé, mais une improvisation parfaitement pensée. Qu'est-ce que je peux obtenir si je la fais? Je veux que d'un seul coup, elle se croit heureuse et elle se croit libre, et d'un seul coup, elle va se mettre à danser pour exprimer son désir de vivre. Bon. Voilà l'idée. Comment obtenir cette idée? Et à ce moment-là, on va la filmer justement en train de faire cette danse. Et d'un seul coup, la caméra suit son mouvement. Et la caméra danse avec elle. Et donc, on a ce sentiment, cette sensation de liberté. Mais en même temps, le cadre est là, et on la cadre bien, mais elle n'est pas prisonnière directement du cadre. Dans d'autres plans du film, en revanche, elle est beaucoup plus prisonnière, mais pas... c'est pas comme un Fritz Lang, pas comme un Hitchcock. C'est pas simple à vous dire, parce que c'est là l'art du cinéma. Vous avez un cadre, qu'est-ce qu'on fait de ce cadre? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment va-t-on le travailler? Comment va-t-on faire en sorte qu'il importune les personnages, qu'il emprisonne les personnages, ou au contraire, comment les laisser libres dans le cadre? À chaque cinéaste, sa façon de travailler le cadre. Sachant que, rassurez-vous, beaucoup de cinéastes ne savent même pas ce que c'est qu'un cadre. Ça, c'est notre problème. Mais enfin, bon, cela on n'en parle pas. Par exemple, dans la scène avec le philosophe... Dans lequel, pardon? Dans la scène avec le philosophe, oui? Est-ce que les dialogues sont écrits? Le quoi, les dialogues sont écrits? Parce que les réponses... non, ils sont pas écrits. On voit très bien que c'est au contraire. Il laisse à Brice Parrain, il lui donne un peu le thème, bien sûr, les 2 ou 3. Les questions que pose Anna sont des questions que Godard lui demande de poser. Mais attention, Godard lui demande de poser directement sur le plateau au moment du tournage. C'est-à-dire que Godard, comme il l'a fait déjà précédemment dans Le Petit Soldat, par exemple, il pose les questions. Après, il va supprimer sa voix et il va la remplacer par le moment où elle parle, où elle pose la question. Donc, c'est Godard qui dirige la discussion en faisant poser les questions à Anna. Et Brice Parrain, en revanche, répond à la question. Mais Brice Parrain invente
son dialogue, mais, puisque c'est la pensée de Brice Parrain. Et c'est ce que demande, au fond, Godard. Godard veut avoir cette pensée-là. Vous comprenez comment c'est fait? C'est fait constamment sur... pas le sursaut, mais la poursuite de qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va se penser, qu'est-ce qui va se ressentir. C'est vraiment sur le frémissement, en fait. C'est un frémissement perpétuel. Et ça c'est la méthode de Jean-Luc, qu'il est quasiment le seul à faire, hein, qu'il a pratiqué. Et ce qui est important, c'est qu'en effet, d'un seul coup, son problème personnel de son rapport à la vie, de quelqu'un qui n'a aucune pensée, mais une pure sensation de la vie, un désir de vivre, donc la sensation de ce désir, et qui est la raison de sa démarche, et la raison de sa prostitution qui en même temps l'aliène de plus en plus, puisque l'aliénation, évidemment, faisant partie des programmes, et d'un seul coup, elle découvre quelqu'un qui lui montre l'importance de la pensée, par le mot, par le langage, justement. Comment le langage permet la distanciation, comment le langage permet de prendre un recul et donc de se voir, et en se voyant, de pouvoir réfléchir à ce que l'on est. D'où, évidemment, la citation de Porthos, des mousquetaires, etc. Et à la fin, il y a ce moment typiquement godardien, repris, bien sûr, parce qu'en même temps, toutes les références chez Godard, parce que ce que je vous dis tout à l'heure sur la richesse des signifiants implique aussi la richesse des citations. Godard, il n'y a pas un film, il n'y a pas un moment dans un film de Godard qui ne soit pas relié à des citations. Et entre autres, ici, à la fin de la séquence, ça va avoir la citation très importante pour les gens des cahiers du cinéma à l'époque, pour la Nouvelle Vague, c'est-à-dire Bergman. Le fameux regard de Monica à la fin de Monica dans le film de Bergman. C'est-à-dire le moment où d'un seul coup, Monica, que le public, donc le spectateur, juge vraiment comme une fille qui est une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise fille, regardée comme telle, puisqu'elle se passe un peu, non pour la prostitution, mais parce qu'elle vient à peu près au même, c'est-à-dire la liberté de sa vie, et d'un seul coup, elle se tourne vers la caméra, et pendant un bon 20 secondes ou 30 secondes, je ne sais pas, je ne peux jamais calculer exactement, regarde fixement la caméra, c'est-à-dire le spectateur droit dans les yeux. C'est-à-dire, en d'autres termes, de quel droit vous me jugez? Qui êtes-vous pour me juger? C'est la première fois dans l'histoire du cinéma où un personnage du film s'adressait au spectateur en disant « Qui êtes-vous? De quel droit vous me regardez comme ça? De quel droit vous me jugez ?» Alors ça, c'était extrêmement important. Par exemple, Truffaut, à la fin d'À bout de souffle, quand le personnage de Jean-Pierre Léaud revient, va vouloir se noyer et revient vers nous, il regarde le spectateur, donc la caméra, droit dans les yeux. Et là, à la fin de cette séquence, de ce moment avec le philosophe, d'un seul coup, à la fois inquiète et aussi interrogative et aussi... on ne peut pas dire qu'elle demande du secours au spectateur, mais d'un seul coup, elle regarde le spectateur. C'est-à-dire, elle ne regarde plus le philosophe, elle se regarde en regardant le spectateur. C'est que d'un seul coup, pour la première fois, ce que Bergman avait introduit, c'est-à-dire, enfin, c'est pas tout à fait vrai, enfin, historiquement, il y a aussi Rossellini, mais Rossellini ne fait pas regarder le spectateur. Enfin, c'est-à-dire, l'écho de ce qui se passe sur l'écran chez le spectateur, et que le spectateur renvoyant ce qu'il ressent sur l'écran. Ça, c'était Rossellini, mais c'est aussi Bergman, et c'est ce que fait de plus en plus Godard. C'est-à-dire, d'un seul coup, où en est-on? Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous voyons? Nous n'avons plus à nous soumettre à l'histoire du personnage sur l'écran. Nous sommes aussi interpellés par cette histoire. Nous n'avons pas le droit d'être indifférents à cette histoire. Vous comprenez et ça, Godard le fait admirablement bien. Alors, si vous me posez sur cette séquence, d'un seul coup, elle fait un peu la petite prostituée qui va se faire payer un verre par un client un peu vieux. D'un seul coup, elle tombe sur un philosophe. D'un seul coup, on la considère comme autre chose, comme une femme qui pourrait
non plus un objet de désir, mais comme une femme qui pourrait penser. Et donc on lui offre la pensée, et d'un seul coup, elle est là, et elle est interrogée dans le bon sens du terme. C'est elle qui interroge, mais au fond c'est elle qui est interrogée. Et nous, spectateurs, ressentons ça. Voilà comment ça fonctionne chez Godard. Donc quand je vous parle de dramaturgie autre, c'est cette dramaturgie-là qui est jouée. Vous comprenez? Enfin, je sais pas, j'essaie de vous faire comprendre, mais enfin Godard c'est tellement passionnant à regarder, tellement riche. Je n'ai pas d'autres questions. Bon, ben, je ne sais pas. De toute façon, je répète, la meilleure façon de voir Godard, c'est de revoir ses films, en particulier ce film-là, on peut le revoir. C'est un film vraiment qui est tellement émouvant, dans le bon sens, dans le sens fort du terme, que c'est un film que l'on revoit avec plus on le revoit, plus on a de l'admiration. Enfin, c'est pas de l'admiration. On aime de plus en plus le film. C'est un film que l'on aime de plus en plus. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Bon, bah. Bon, j'espère que ça vous a plu, Godard. Bien, ben écoutez, on va peut-être arrêter là. Bon, bah, merci beaucoup. Ah, ben voilà, bon, alors, très bien. Parfois, le son s'arrête. Non, attendez, une seconde, je vais pas. Ah, je crois qu'il y a le micro, il y a pour nous piquer. C'est pour aller le faire. Bon, allez-y. Parfois, le son est coupé. Bon, alors. Quoi, ça ? Rupture. Pourquoi voulez-vous que la bande son ne soit pas comme la bande image? La bande image, 24 images secondes, 24 images fixes par seconde qui entraînaient fond mouvement. Pourquoi voudriez-vous que la bande son ne soit pas elle aussi obéissante par rapport à la bande image? C'est-à-dire pourquoi voulez-vous que le son soit tout le temps là? Pourquoi le son ne serait pas coupé? Après tout, moteur, coupé. Si vous dites coupé, vous coupez le son. Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas le son coupé au cinéma? Puisque l'image est coupée. Bon, voilà. Et le montage coupe. Et en plus, on remet. Alors, sur le son, là, on n'en est que tout début, mais Godard va aller très très loin. Bon, je vous prends 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on est en 62 là. Oui, en 82 d'ailleurs, en effet. Ou 80, dans Passion de Godard. Là, donc 20 ans plus tard, on est avec des ouvrières dans une usine. Et les ouvrières veulent faire grève, etc. Bon, aucune importance, mais d'un seul coup, elles se révoltent. Et nous sommes quand même passés par le 68, on est passé par le mouvement de libération de la femme, enfin, libération de la femme, le mouvement féministe. Et Godard, en 80, prend, comme toujours chez lui, en actualité, c'est-à-dire toujours très en direct avec ce qui est en train de se passer, il prend ce qui est en train de se passer. En effet, les femmes ont trouvé maintenant un moyen de s'exprimer. En d'autres termes, c'était déjà dans le film précédent, c'est-à-dire dans Sauf qui peut la vie, les femmes ont pris la parole. Les femmes ont le droit à la parole. Bon. Alors, dans Passion, ce sont des ouvrières et elles n'ont pas le droit à la parole. Seuls les patrons ont droit à la parole. Donc, que fait Godard? Il va filmer de façon désynchrone. Les femmes vont parler, on va les voir leurs lèvres bouger, mais on ne va pas entendre directement ce qu'elles disent. On va entendre ce qu'elles disent avec un glissement de la pellicule visuelle qui avance, est en avance par rapport à la pellicule son. Donc, en d'autres termes, on va attendre, mettons, 15 ou 20 images plus tard, ce qu'elles disent avec un décalage.
il filme au pied de la lettre l'idée, ces femmes-là, les ouvrières, n'ont pas le droit à la parole. Donc, il va filmer le fait qu'en effet, sur l'écran, elles n'ont pas le droit à la parole directe. On prend le temps. Bon, alors après, Godard va aller très loin là-dessus. Il va aussi travailler sur la notion même du montage. Au montage, dans le cinéma parlant, vous avez plusieurs, à la table de montage, vous avez plusieurs pellicules, plusieurs bobines qui sont devant l'écran sur lequel on voit l'image et en même temps on entend le son. Donc vous avez la bande image en premier, ensuite la bobine son-parole, ensuite deuxième bobine son-bruitage, troisième bobine sonore, son-musique. Et là, je vous prends les trois bandes sonores capitales. Il y en a d'autres, mais enfin, prenons ces trois-là. Et les quatre bobines, images et les trois bobines sonores, se déroulent à la même vitesse, de façon parallèle. Bon. La quasi-totalité des cinéastes font en sorte que les trois bandes sonores se focalisent sur la bande image pour accentuer la force dramatique de ce que l'on voit sur l'image. C'est-à-dire, en d'autres termes, les trois bandes sonores se mettent au service de l'image et de la bande image. Godard dit, il n'y a pas de raison, ces quatre bandes se déroulent parallèlement, elles sont indépendantes les unes des autres, donc il n'y a aucune raison de donner une priorité à la bande image. Donc la bande parole d'un seul coup peut être coupée, ou bien la bande parole peut être surchargée par une bande sonore bruitage, et les bruits vont empêcher d'entendre, vont dominer, ce qui est, par exemple, tout à fait normal si vous entrez dans une usine. Dans ce coup, vous n'arriverez plus à parler. La bande bruitage vous fait et vous couvre votre voix, ou dans un café, etc. Et la bande musique, pareil, va avoir une autre incidente, elle va jouer sa partition seule. Et donc, ça va se jouer comme ça. Bon, si vous prenez par exemple la bande image, la bande son, musique, rappelez-vous dans Sauf qui peut la vie, si vous l'avez vu. À la fin de Sauf qui peut la vie, il y a un moment pathétique, le héros est en train de mourir, et son épouse et sa fille ne veulent plus s'en occuper. Bon, les femmes ont pris le pouvoir, ou n'ont pas pris le pouvoir, mais en tout cas, ont pris leur indépendance, et elles s'en vont. Et à ce moment-là, la musique, avec son côté, je ne dirais pas plaintif, mais son côté un peu sentimental, va se jouer, justement, le sentiment de la disparition du héros. Bon, attention, cette bande musique, c'est pas intéressant de l'entendre en tant que bande musique. À ce moment-là, Godard filme l'orchestre qui joue cette musique, et cet orchestre maintenant est vu en train de jouer cette musique et il est filmé sur l'écran. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'orchestre, qui n'apparaît jamais dans un film normal, est sur l'écran, etc. Alors là, je ne peux pas vous dire tout. Vous voyez, il faudrait que vous revoyiez un peu les films, ou qu'on vous montre les films comme ça chez Godard, mais c'est d'une richesse fabuleuse parce qu'il réinvente toutes les possibilités de la technique même, la technologie, je dirais même, du cinéma, qui se joue. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il a été le premier, enfin l'un des tout premiers à travailler la vidéo. Ensuite, il est l'un des tout premiers à avoir travaillé le numérique, etc. Il est aujourd'hui très pixelisé, il accepte le pixel, etc. Toute la technologie, il la prend au pied de la lettre et il s'en sert pour dire ce qu'il a à dire à travers cette technologie, à commencer par dire que la technologie, c'est quand même de plus en plus une mainmise du capitalisme sur nos vies, sur notre art, donc le cinéma, etc., sur notre langage. C'est pas rien, vous savez ce qu'il fait Godard. C'est vraiment pas rien. Vous verrez vos enfants et vos petits-enfants, ils te diront Godard plus tard.
Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là. Yeah.